Le silence a un son. C'est le bruit subtil et dévorant d'une vie qui se fissure, puis se brise en 1000 morceaux. Ce soir-là, dans le calme assourdissant de notre maison parfaitement ordonnée, le son de ma propre vie en train de s'effondrer était la seule chose que je pouvais entendre. Les tasses de thé que j'avais préparées pour notre rituel du soir étaient encore chaudes, leur vapeur s'élevant en volutes paresseuses dans la lumière tamisée de la cuisine. Les biscuits aux amandes, ceux qu'il préférait et que j'avais confectionnés avec soin la veille, attendaient, intacts, sur leur assiette en porcelaine fine. Il était 19h, l'heure sacrée à laquelle Thomas franchissait habituellement la porte, son attaché-caisse dans une main, un sourire fatigué mais tendre sur les lèvres. Mais cette fois, il ne franchirait pas le seuil. Plus jamais. Je fixai la porte d'entrée en chêne massif plus longtemps que je ne voudrais jamais l'admettre, le cœur suspendu, m'attendant presque à entendre le cliquetis familier de sa clé tournant dans la serrure. Mais il n'y avait que ce silence pesant, ce vide qui s'insinue dans les os et glace l'âme quand quelque chose, ou quelqu'un, s'en va pour de bon. Je m'appelle Vivian Carter et, pendant 15 longues années, j'ai cru incarner le genre de bonheur conjugal que les gens envient secrètement. J'avais un mariage qui ressemblait à une page de magazine, stable, élégant, sans une seule vague. Thomas était l'incarnation de la tranquillité et de la réussite. Calme, accompli, le genre d'homme qui, par sa simple présence, semblait apaiser une pièce. Il n'élevait jamais la voix. Il n'était jamais en retard. Il m'apportait des pivoines blanches, mes préférées, chaque dimanche matin, portait des chemises d'une blancheur immaculée et ne me laissait jamais me soucier de l'hypothèque ou des factures. Notre vie, à deux, s'écoulait sans heurts. Nous n'avions pas d'enfants, une décision mutuelle prise des années auparavant, et notre routine était un ballet parfaitement chorégraphié. Nous étions deux pièces d'un puzzle qui s'emboîtait avec une précision divine. Mais ce que j'ignorais, ce que j'allais découvrir de la manière la plus brutale qui soit, c'est qu'il manquait des pièces maîtresses à ce puzzle. Et l'une d'elles, la plus importante, était cachée dans un endroit où il m'avait formellement interdit d'aller. Thomas est mort un jeudi après-midi. On a dit que c'était une crise cardiaque, foudroyante et sans appel. Je me souviens encore du visage du médecin à l'hôpital, un masque de compassion professionnelle, lorsqu'il a prononcé les mots fatidiques. Gentil, posé, terriblement détaché. Infarctus du myocarde massif, a-t-il articulé avec une clarté clinique. Il est parti très rapidement, sans souffrir. J'ai hoché la tête mécaniquement, comme si j'avais compris, comme si la terminologie médicale pouvait changer quoi que ce soit à la réalité fracassante de la situation. Mais non. Rien ne change quand on vient de perdre la seule personne qu'on croyait connaître jusqu'au tréfonds de son être. L'enterrement fut un tourbillon flou et douloureux. Un kaléidoscope de vêtements noirs, de condoléances polies murmurées à mon oreille et de visages que je ne reconnaissais qu'à moitié, me disant tous combien mon mari avait été un homme merveilleux, un pilier de la communauté, un ami loyal. Je me suis accrochée à Claire, ma meilleure amie depuis nos années d'université, comme à une bouée de sauvetage. Elle me tendait sans cesse des verres d'eau que je ne buvais pas et des assiettes de nourriture que je ne pouvais pas avaler, son inquiétude silencieuse étant mon seul réconfort. Ce n'est qu'à l'arrivée de ma sœur, Rachel, que la première fissure est apparue dans ma torpeur. Son parfum, trop puissant, trop sucré, a envahi mon espace. Son étreinte fut trop longue, presque théâtrale. Quelque chose a changé en moi à ce moment-là, une alarme silencieuse s'est déclenchée. « Je suis tellement désolée, ma sœur », murmura-t-elle d'une voix un peu trop douce, presque mielleuse. Thomas était comme un frère pour moi. Tu sais à quel point je l'adorais. Je voulais la croire. Vraiment. Mais quelque chose dans son regard. Une lueur fugace que je ne parvenais pas à déchiffrer. Ce n'était pas du chagrin. C'était autre chose. De l'anticipation, peut-être. Plus tard dans la soirée, alors que la plupart des invités étaient partis et que la maison retombait dans son silence oppressant, elle se versa un grand verre de vin dans ma cuisine. D'un ton faussement désinvolte, elle dit « Dis donc, je sais que ce n'est vraiment pas le moment, mais Thomas m'avait prêté de l'argent il y a quelque temps. Une somme assez conséquente. J'espérais qu'on pourrait régler ça maintenant que tu vas t'occuper de ses affaires. » Je l'ai regardé fixement, le cerveau au ralenti. « Quel argent ?» ai-je demandé, ma voix n'étant qu'un souffle. Elle a cligné des yeux, puis a esquissé un petit sourire condescendant, comme si j'étais une enfant naïve.
Je suppose qu'il ne t'en a jamais parlé. Ce n'est pas grave. C'était notre petit secret. Quelque chose en moi s'est tordu, un œuf froid et dur dans mon estomac. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. J'ai arpenté la maison silencieuse, mais pas étouffée par les tapis épais, touchant les meubles, les objets, comme pour leur arracher une vérité qu'ils refusaient de livrer. Les étagères chargées de livres qu'ils n'avaient jamais lus, le parquet ciré qui reflétait ma silhouette fantomatique, la photo de notre mariage encadrée sur la cheminée, qui semblait soudain représenter deux étrangers. C'est là que je les ai aperçus, posés exactement là où ils les laissaient toujours. Les clés de Thomas, sur la petite commode du couloir. Je les ai ramassées. Le métal était froid dans ma paume. Et elle était là, au milieu des autres. La clé solitaire, celle que je n'avais jamais eu le droit d'utiliser. Sa forme était différente, plus ancienne, plus industrielle. La clé de son garage. Je lui avais posé la question, il y a des années de cela. « Chérie, que gardes-tu dans ce garage en ville ?» Il avait souri, ce sourire désarmant qui mettait fin à toute discussion. « Rien d'intéressant, mon amour. Juste des outils, de la graisse. Un bazar d'hommes. » Ça ne te plairait pas, je n'avais pas insisté. Je n'insistais jamais. C'était la nature de notre mariage. Facile, confortable et rempli de petits espaces tranquilles où je n'étais pas censé entrer. Mais maintenant, il n'y avait plus de Thomas pour me barrer la route. Je n'avais plus rien à perdre. Le lendemain matin, bravant la bruine glaciale de novembre, je me suis rendue au garage. Il était situé dans l'ancien quartier industriel, un endroit oublié de la ville, derrière une rangée de bâtiments délabrés aux toits rouillés et aux fenêtres cassées. Des herbes folles poussaient à travers les fissures de l'asphalte. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on s'attendait à ce qu'un homme aussi méticuleux que Thomas garde quoi que ce soit. Mais il venait ici une fois par semaine, tous les jeudis après-midi. Réglé comme une horloge. Je n'avais jamais remis cela en question. C'était son moment à lui, avais-je pensé. La porte métallique était plus lourde que je ne l'imaginais. La clé tourna dans la serrure avec un grognement réticent, comme si elle protestait après des années d'inactivité pour moi. Pendant un instant, je suis restée plantée là, la main sur la poignée, terrifiée par ce que j'allais trouver de l'autre côté. Une odeur de poussière, d'huile et de papier vieilli m'a accueillie. J'ai tendu la main vers l'interrupteur, et quand la lumière a clignoté avant de s'allumer, je me suis figée. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Ce n'était pas un garage. Il n'y avait ni outils, ni boîte de rangement, ni pièces détachées de voiture. C'était le sanctuaire d'une vie dont j'ignorais totalement l'existence. J'y suis entrée lentement, mais pas résonnant dans le silence. Les néons vacillèrent au-dessus de ma tête, projetant une lueur blafarde et clinique sur la pièce la plus étrange que j'ai jamais vue. Les murs étaient entièrement recouverts de photographies, de coupures de presse, de cartes géographiques dessinées à la main et de billets d'avion usagés. C'était une véritable tapisserie de secrets. Sur un immense panneau de liège, des dizaines de photos étaient épinglées en rangées soignées, comme une sorte de collage obsessionnel. Et chacune d'elles représentait Thomas, mais pas le Thomas que j'avais connu. Sur ces photos, il ne portait pas ses costumes sur mesure habituels ni son allure impeccable. Il avait l'air différent. Vivant. Décontracté, avec des jeans usés, des chemises en flanelle et ses cheveux en bataille, caressés par le vent. Son visage était plus doux, sa posture moins rigide, moins contrôlée. Et sur presque toutes les photos, il se tenait à côté d'une femme. La même femme, encore et encore. Elle était belle, plus jeune que moi d'au moins 10 ans, avec de longs cheveux noirs de jais et un regard pétillant de vie et d'intelligence. Ils étaient proches, bien trop proches. Sa main possessive sur son bras, son visage tourné vers elle avec un sourire radieux, un sourire que je ne lui avais pas vu depuis nos premières années de mariage. Une photo les montrait sur une plage de sable blanc, une autre dans un chalet de ski enneigé, puis une autre encore à la lueur des bougies, lors d'un dîner qui semblait intime. Au dos de certaines d'entre elles, il y avait des dates manuscrites. Il y a 7 ans. 5 ans. 3 ans. Une photo, particulièrement nette, datait de quelques mois seulement, en août 2024. Celle-là m'a frappé en plein cœur, car ce jour-là, j'étais à la maison en train de lui préparer son plat préféré,
un osso-bucco qui mijotait depuis des heures, attendant son retour d'une prétendue réunion client à l'extérieur de la ville. Et là, sous mes yeux, je regardais une photo de lui assis à une table de pique-nique, à côté de cette femme et d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Tous les trois souriaient à l'objectif comme une famille heureuse et unie. Il y avait un nom griffonné au dos, de la main de Thomas, Isabelle et Logan. Août 2024. Mes genoux ont cédé. J'ai dû m'agripper au bureau métallique au centre de la pièce pour ne pas m'effondrer. C'est alors que j'ai vu les papiers. Des dossiers méticuleusement empilés. Des relevés de virements bancaires vers des comptes inconnus, des documents de constitution d'entreprises dont je n'avais jamais entendu parler, des lettres commerciales provenant de sociétés étrangères, des déclarations fiscales qui ne correspondaient en rien à ce que je savais de ces affaires. Et dans un dossier séparé, un rapport médical. Je l'ai ouvert avec des doigts tremblants. L'en-tête indiquait « Crescent Heart Institute ». Il datait de moins de 2 mois. J'y ai trouvé le nom complet de Thomas, imprimé en haut, suivi d'un diagnostic que j'arrivais à peine à prononcer à voix haute, cardiopathie ischémique. Stade 3. Risque élevé d'arrêt cardiaque imminent. Il savait. Pendant tout ce temps, il savait qu'il était en train de mourir. Il le savait. Et au lieu de m'en parler, au lieu de me préparer, au lieu même de me faire la moindre allusion à la vérité, il avait passé ces derniers jours, ces dernières semaines, à consolider ce monde secret avec une autre femme, une autre vie, un autre enfant. Parce que c'est ce que le jeune homme sur la photo devait être. Leur fils. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. 15 ans. 15 années de ma vie. Je l'avais soutenu, aimé, chéri. Et maintenant, l'homme que j'avais enterré quelques jours plus tôt n'était plus mon mari. Pas vraiment. C'était un inconnu. Un étranger qui m'avait regardé droit dans les yeux la veille de sa mort, en me tendant un écrin de velours bleu contenant un collier de saphir. Il m'avait embrassé sur la joue et m'avait dit, avec une sincérité feinte qui me donnait la nausée, « Tu es la seule pour moi, Vivian. » N'en doute jamais. J'ai titubé vers la sortie, l'air me manquant. Ma poitrine était comprimée par un étau invisible, mon esprit en ébullition. Que étais-je censé faire de tout ça? Qui étais-je, maintenant? Une veuve? Oui. Mais la veuve de qui? C'est là que je l'ai entendu. Des pas doux, hésitants, dans l'allée. Comme si quelqu'un ne voulait pas être entendu. Je me suis retournée brusquement, le cœur battant à tout rompre. Debout dans l'embrasure de la porte, baigné par la lumière grise du jour, se tenait le jeune homme de la photo. Même cheveux noirs, même mâchoire carrée, mêmes yeux sombres, intenses et indéchiffrables. Sa voix était calme lorsqu'il a parlé, mais mon pouls battait si fort dans mes oreilles que je n'ai pas vraiment saisi ses mots au début. « Vivian Carter » a-t-il demandé, plus comme une affirmation qu'une question. Je n'ai pas répondu, incapable de trouver ma voix. « Je pensais bien que vous finiriez par venir ici » a-t-il continué en entrant lentement dans la pièce. « Je m'appelle Logan Myers. Thomas Carter était mon père. » Et d'un seul coup, le monde a cessé de tourner. Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit en premier. Peut-être rien. Peut-être que je suis restée plantée là, les doigts crispés sur le bord du bureau métallique, comme si c'était la seule chose solide qui me rattachait encore à la réalité. Logan s'avança, avec un calme et une prudence qui dénotaient une grande maturité. Il savait qu'il marchait sur un champ de mines émotionnelles. Je le fixais, non seulement pour le voir, mais pour le disséquer, cherchant désespérément un défaut dans son histoire. Mais il n'y en avait aucun. Ses yeux, c'étaient les yeux de Thomas. Le même regard intense et silencieux qui en disait plus que les mots. Vous êtes vraiment son fils, ai-je finalement réussi à murmurer, ma voix rauque. Oui, répondit Logan sans la moindre hésitation. Et je suis profondément désolé. Je n'ai jamais voulu que vous l'appreniez de cette façon. Depuis combien de temps sauviez-vous pour moi, ai-je demandé, chaque mot me coûtant un effort surhumain. Toute ma vie, dit-il simplement. Il ne m'a jamais dit grand-chose sur vous, juste qu'il était marié et que vous ne saviez rien de nous. Il nous maintenait dans des mondes complètement séparés. Ma mère, Isabelle, respectait ça. Elle ne voulait jamais s'immiscer, causer de problèmes. Mais après son décès l'année dernière, les choses ont changé pour lui. Elle est partie,
ai-je demandé, le cœur serré. Alors, elle aussi est. Oui. Un accident de voiture. Je me suis assise lourdement sur la chaise poussiéreuse près du bureau. Mes jambes ne me soutenaient plus. Pourquoi êtes-vous ici, Logan? Pourquoi aujourd'hui? Il a fouillé dans son sac à dos et en a sorti un document plié, jauni sur les bords. Il me l'a tendu. J'ai hésité un instant avant de le prendre. C'est un projet de testament, a-t-il expliqué. Inachevé, non officiel. Mon père me l'a donné il y a 2 semaines, juste avant sa mort. Il m'a dit que le testament officiel, celui des avocats, vous serait entièrement destiné, mais que celui-ci, c'était au cas où. J'ai déplié le papier. C'était bien l'écriture de Thomas, ferme et familière, ces boucles élégantes que je connaissais si bien pour les avoir vues sur d'innombrables cartes d'anniversaire et notes de dîner. Le document n'était pas notarié, juste des lignes griffonnées à la hâte, séparant ses actifs. Une mention de Logan. Une référence à une société holding dont je n'avais jamais entendu parler, Mercury South Holdings. Et une dernière chose, qui a glacé mon sang. Accès aux documents restants, sécurisés dans le coffre du bureau. Code lié à un objet personnel offert à V. Je me suis figée. Un objet personnel. Le collier. Le collier de saphir qu'il m'avait offert 2 nuits avant de mourir. Ce n'était pas un simple cadeau d'adieu. C'était une clé. J'ai instinctivement touché ma clavicule, même si le collier n'était pas là. Je l'avais laissé à la maison, rangé dans sa boîte, parce que son poids sur ma peau me semblait insupportable. Maintenant, il me semblait encore plus lourd de sens. Qu'est-ce que Mercury South Holdings? Ai-je demandé, en parcourant le document. Logan prit une profonde inspiration. Une de ces sociétés privées. Non cotée en bourse, intraçable. C'est par elle qu'il faisait transiter de l'argent à l'international. Après la mort de ma mère, j'ai commencé à fouiller un peu. Il y avait des virements que je ne pouvais pas expliquer, des comptes offshore ouverts à mon nom que je n'ai jamais autorisés. Je crois qu'il essayait de mettre quelque chose à l'abri. Pour vous, pour moi, pour nous tous. Ma bouche était sèche. Pourquoi? Parce qu'il savait que son temps était compté, dit Logan doucement. Et parce qu'il ne faisait pas confiance aux gens avec qui il travaillait. J'ai levé les yeux vers lui. Quelle personne? Le visage de Logan s'est assombri. Il n'a jamais donné de nom. Il disait seulement que s'il lui arrivait quelque chose, quelqu'un viendrait chercher ce qu'il avait laissé derrière lui. Des informations, un moyen de pression. Je me suis adossée à mon fauteuil, les pensées s'emballant dans ma tête. Un coffre-fort secret. Une société écran. Un collier contenant un code. Et un homme que j'avais aimé pendant 15 ans qui avait construit un empire de mensonges. Vous voulez dire qu'il y a plus? Ai-je dit. Que ce testament, ces dossiers, ces photos, ce n'est que le début. Logan hocha la tête. Je crois qu'il a laissé des choses derrière lui, pas seulement pour nous léguer de l'argent, mais pour nous protéger. Je me suis levée lentement, les jambes encore tremblantes, et j'ai regardé la pièce une dernière fois. Elle ne ressemblait plus à un sanctuaire secret. Elle ressemblait à une scène de crime. Une collection de preuves et un avertissement silencieux. Je dois rentrer chez moi, ai-je dit, ma voix retrouvant une once de fermeté. J'ai besoin de ce collier. Puis-je venir avec vous? Demanda Logan. Je crois qu'il vaut mieux qu'on reste ensemble pour le moment. J'ai marqué une pause, puis j'ai hoché la tête. Parce que je le veuille ou non, cette histoire était désormais la nôtre. Mais je ne suis pas rentrée tout de suite. Je ne pouvais pas. J'avais besoin d'air, d'espace pour réfléchir, pour respirer loin de l'ombre de Thomas. Alors, j'ai appelé la seule personne en qui j'avais une confiance absolue. J'ai appelé Claire. En moins de 20 minutes, j'étais assise sur son canapé moelleux, les mains serrées autour d'une tasse de thé fumant que je ne buvais toujours pas. Le collier de saphir était posé sur la table basse entre nous, son éclat bleu profond ressemblant à une grenade dégoupillée. Claire ne posait pas de questions. Elle n'en a jamais posé. Elle attendait que je sois prête. Et quand je lui ai enfin tout raconté, le garage, les photos, Logan, le testament inachevé, elle n'a pas dit « je te l'avais bien dit » ou « je ne l'ai jamais senti ».
Elle a juste murmuré, « Oh, vive ! Je suis tellement, tellement désolée », et elle m'a pris la main, sa chaleur un ancrage dans ma tempête intérieure. Mais je n'étais pas prête à pleurer. Pas encore. J'étais passée au-delà du chagrin. J'étais en colère. Une colère froide et pure qui exigeait des réponses, qui exigeait un coupable. Alors, je suis allée chez Rachel. Son immeuble récent, au nord de la ville, était l'un de ces complexes de luxe avec parking souterrain, portail à code et services de conciergerie. Étrange pour quelqu'un qui s'était toujours plaint de ses difficultés financières. À mesure que l'ascenseur silencieux montait, je sentais ma propre colère monter en parallèle. Elle m'a ouvert la porte pieds nus, vêtue d'un pyjama en soie couleur champagne, un verre de vin à la main. Son maquillage était impeccable, sa coiffure parfaite, comme si elle attendait de la visite. « Eh bien, si ce n'est pas ma sœur endeuillée, » dit-elle avec un sourire suffisant qui n'atteignit pas ses yeux. « Tu viens inspecter l'héritage de la veuve ? Arrête tes comédies, Rachel, » ai-je lancé en la bousculant pour entrer. Mon regard a été immédiatement attiré par une photo encadrée sur une console. C'était elle et Thomas, riant aux éclats, des coupes de champagne à la main. La date gravée dans le coin inférieur du cadre me retourna l'estomac. Il y a 5 ans. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ai-je demandé en désignant le cadre. Rachel s'approcha nonchalamment, prenant une longue gorgée de son vin. Oh, ça. C'était une fête d'entreprise. Tu étais trop fatigué pour venir, tu te souviens ? Thomas a insisté pour que je l'accompagne, pour ne pas y aller seule. Elle a dit ça comme si c'était la chose la plus normale du monde. Comme si partager du champagne avec mon mari pendant que j'étais à la maison à plier son linge était parfaitement anodin. On s'est toujours si bien entendu, lui et moi, a-t-elle ajouté avec une légèreté calculée. Je me suis retournée pour lui faire face. À quel point ? Exactement ? Son sourire narquois s'est estompé. Je sais pour Isabelle, ai-je dit, ma voix tranchante comme du verre brisé. Je sais pour Logan, pour le garage, pour la fausse entreprise, pour le testament. Je sais tout. Alors, s'il y a autre chose que je devrais savoir, dis-le-moi maintenant. Rachel a plissé les yeux. Elle s'est dirigée vers son bar, a rempli son verre et a dit doucement, « D'accord. Tu veux la vérité ? Toute la vérité ? » Elle a posé son verre et a placé une main protectrice sur son ventre plat. « Je suis enceinte, » a-t-elle annoncé. Et c'est de Thomas. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Mon cerveau a tout simplement cessé de fonctionner. De 10 semaines, a-t-elle continué, savourant chaque mot. Je l'ai appris 1 semaine avant sa mort. Il le savait. Il a dit qu'il s'occuperait de tout, qu'il allait enfin mettre de l'ordre dans sa vie. Mes pensées se sont connectées avec une clarté douloureuse. Vous continuiez à vous voir après la mort d'Isabelle. Rachel a haussé les épaules. Elle n'a jamais été censée durer. C'était toujours moi, en arrière-plan. La constante. J'avais l'impression de flotter hors de mon propre corps. Les murs, les meubles, le bourdonnement lointain du réfrigérateur, tout s'est estompé. Tu as couché avec mon mari, ai-je murmuré, la réalité de ces mots me frappant de plein fouet. Ne joue pas les saintes ni touche, Vivian, a-t-elle sifflé. Tu avais ta petite vie parfaite, ta maison parfaite, tes dîners servis à 19 heures précises. Pendant ce temps, moi, je galérais pour payer mon loyer, enchaînant les boulots sans avenir, écoutant maman nous comparer sans cesse comme si j'étais ta version ratée. Et puis Thomas est arrivé. Il m'a aidé. Il m'a écouté. Elle a levé les yeux vers moi, son regard soudain perçant. Tu étais sa routine, Vivian. J'étais son évasion. La gifle est partie avant même que je réalise que j'avais levé la main. La tête de Rachel a basculé sur le côté sous l'impact. Son verre de vin s'est écrasé sur le parquet, répandant une tache rouge sang. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a juste tourné son visage vers moi et a souri, une lueur triomphante dans les yeux. Voilà. Voilà la vraie Vivian, dit-elle. Pas l'épouse parfaite et guindée. Celle qui vient de découvrir qu'elle a vécu un mensonge pendant 15 ans. Je me suis détournée, le souffle court, les mains tremblantes. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? Parce que tu ne m'aurais jamais cru,
a-t-elle répondu, sa voix plus calme. Tu as toujours pensé que j'étais jalouse. Et peut-être que je l'étais. Mais il ne s'agissait pas de toi. Il s'agissait de moi, obtenant enfin quelque chose pour moi-même. J'ai secoué la tête. Tu n'as pas juste pris quelque chose. Tu as tout volé. Elle s'est approchée, son expression soudainement indéchiffrable. Dis ce que tu veux. Mais ce bébé qui grandit en moi. Il ou elle est ta famille. Que ça te plaise ou non. Ma gorge s'est serrée. J'avais envie de crier, de tout casser, de remonter le temps. Mais au lieu de ça, j'ai dit d'une voix que je ne reconnaissais pas, j'honorerai ce que Thomas a laissé dans son testament. Pas pour toi. Pour le bébé. Parce qu'il n'a pas demandé à naître au milieu de ce désastre. Rachel a cligné des yeux, surprise. Sa voix s'est adoucie pour la première fois. Tu es sérieuse? Je ne sais plus ce que je suis, ai-je murmuré. Mais je sais une chose, je dois partir d'ici. Je me suis dirigée vers la porte, ignorant le craquement du verre sous mes chaussures. Mes doigts tremblaient en attrapant la poignée. En partant, j'ai réalisé que Thomas n'avait pas seulement eu une double vie. Il en avait eu 3. Et j'étais la seule à n'en connaître qu'une seule. Le lendemain matin, Logan est venu me chercher chez Claire. Elle a insisté pour nous accompagner. Tu n'iras pas ouvrir le coffre-fort secret de ton défunt mari sans renfort, a-t-elle déclaré en enfilant son manteau avec détermination. Le bureau de Thomas était dans un immeuble moderne du centre-ville. Il l'avait toujours appelé son « espace satellite », un endroit pour des réunions privées. Je n'y avais jamais mis les pieds. Logan, cependant, avait une carte magnétique. Je suis officiellement copropriétaire, a-t-il expliqué en nous faisant passer le contrôle de sécurité. La vie de Thomas était si compartimentée que notre présence ne soulevait aucune question. Au 14e étage, nous sommes entrés dans un bureau vitré, au mobilier froid et impersonnel. Pas une seule photo de moi. Pas un seul souvenir. Juste des surfaces lisses, des murs gris et une subtile odeur d'eau de Cologne que je ne lui avais jamais connue. Logan a désigné un grand tableau abstrait derrière le bureau. Le coffre-fort est là, derrière. J'ai sorti le collier de mon sac. Mes doigts ont trouvé le petit fermoir et l'ont tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un déclic. Un compartiment caché s'est ouvert au dos du pendentif en saphir. À l'intérieur, une fine plaque métallique, pas plus grande qu'une carte SIM, gravée de numéros. Logan l'a prise avec précaution et l'a insérée dans le clavier du coffre. Un bip faible, puis le bruit sourd de la serrure qui se déverrouille. À l'intérieur se trouvaient des piles de documents, une élégante clé USB noire, un petit coffret en bois et une clé argentée attachée à une étiquette, coffre-fort, Federal Trust. Logan a sorti les documents. Contrat, virement, relevé financier. Il ne se contentait pas de cacher de l'argent, il le déplaçait, rapidement et à l'échelle internationale. J'ai pris la clé USB, mais je ne l'ai pas branchée. Pas encore. Puis j'ai ouvert la petite boîte en bois. À l'intérieur, il y avait une bague. Un simple anneau en or avec un petit diamant. Ce n'était pas la mienne. À l'intérieur, une inscription, pour N, toujours. Pavé. Pas moi. N pour Isabelle. Oh, mon Dieu, a chuchoté Claire à côté de moi. Logan a détourné le regard, la mâchoire serrée. Il allait la demander en mariage, ai-je dit d'une voix à peine audible. Ou peut-être l'avait-il déjà fait. Et là, dans le silence glacial de ce bureau, j'ai compris la vérité que je n'avais pas osé nommer. Il l'aimait. Vraiment. Il m'aimait peut-être aussi, à sa manière, comme on aime le confort et la stabilité. Mais elle avait eu sa vérité, sa passion. Celle qui souriait sur les photos, qui partait en vacances impromptues, qui riait librement. Et le reste, ma vie avec lui, n'était qu'un décor. Un mari élégant, des dîners à 19h, des roses le dimanche et un coffre-fort rempli de secrets. Puis Logan m'a tendu une lettre soigneusement pliée. Mon nom était écrit dessus. Je l'ai dépliée, les mains tremblantes. Ma chère Vivian. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Je suis désolée. Je n'ai jamais eu le courage de te dire la vérité,
de nommer à voix haute ce que j'aurais dû avouer il y a des années. J'ai été un égoïste. J'ai construit 2 vies parce que je ne pouvais renoncer à aucune des 2. Et à la fin, cela m'a tout coûté. Je t'ai aimé. Je sais que cela sonne creux maintenant, mais je l'ai fait, de la seule façon que je connaissais. Je voulais que tu sois en sécurité, à l'abri de tout. C'est pourquoi je te laisse ces papiers, cet accès, cette vérité. Utilise-les comme bon te semble. Brûle tout, enterre tout ou expose tout au grand jour. C'est ton choix maintenant. Pardonne-moi si tu le peux. Sinon, je comprends. Thomas. J'ai fixé la page jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Puis je l'ai passé à Claire, qui l'a lu en silence avant de l'attendre à Logan. Que pouvions-nous dire ? L'homme que nous pensions connaître s'était brisé comme du verre. Et il ne nous restait plus qu'à décider quoi faire des éclats. Cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir sur le canapé-lit de Claire, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Vivian Carter, dit une voix d'homme, calme et dangereuse. Oui, ai-je répondu, déjà sur mes gardes. Je m'appelle Gordon Blake. J'étais un associé de votre mari. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. Mon estomac s'est noué. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si, vous le savez, a-t-il dit. Les documents du coffre-fort. Certains concernent des comptes de virement que j'ai aidé à mettre en place. Je propose qu'on se rencontre pour en discuter. Je ne rencontre personne. Oh, si, vous le ferez, a-t-il dit. Parce que les autres personnes avec qui Thomas travaillait ne sont pas aussi polies que moi. Elles ne posent pas de questions. Il a raccroché. Au matin, j'ai tout raconté à Logan. Il serra les dents. Il m'a contacté aussi, dit-il. Et ce n'est pas tout. Hier soir, un autre homme a appelé. Victor Crane. Il prétend être à l'origine de la plupart des fonds. Il a dit que si nous ne rendions pas tout d'ici la fin de la semaine, il y aurait des conséquences. Je n'ai pas demandé ce que cela signifiait. Je n'en avais pas besoin. Logan a sorti la clé en argent du coffre. On a toujours le coffre à la banque. Ce qu'il y a dedans pourrait nous aider à comprendre qui sont ces gens. Et si ça ne fait qu'empirer les choses, ai-je demandé. Claire s'est assise à côté de moi. Au moins, vous saurez. C'est le fait de ne pas savoir qui est en train de te tuer. Elle avait raison. Nous avons élaboré un plan. D'abord, la banque. Ensuite, nous devions trouver quelqu'un qui savait dans quoi Thomas était impliqué. C'est là que Logan a dit, il y a un nom que ma mère a mentionné une fois. Edward Holloway, un vieil ami d'université de mon père. Elle disait que c'était le seul qui osait lui dire la vérité. Tu sais où il est ? Je crois que oui. Maman avait son adresse à Savannah. Nous avons fait le voyage de 2 heures en silence. Savannah nous a accueillis avec ses chênes majestueux et son calme historique. Edward habitait une maison en briques recouverte de lierre. Il nous a ouvert la porte comme s'il nous attendait. Vous êtes Vivian ? Et vous devez être Logan. Thomas m'avait dit que si tout s'écroulait, vous me trouveriez. Entrez. À l'intérieur, sa maison sentait le papier et la fumée de pipe. Il est revenu d'une autre pièce avec une enveloppe scellée. De la part de Thomas. À n'ouvrir que si vous veniez tous les 2 ensemble. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une courte lettre et un second testament, celui-ci notarié et officiel. Il léguait la majorité de ses biens légaux à moi-même, une part à Logan, mais il y avait une clause qui m'a glacée. Il attribuait 25% de ses économies privées offshore, non spécifiées, à l'enfant à naître de Rachel Carter, à conserver en fiducie jusqu'à sa majorité. Il avait tout prévu. Même ça. Pourquoi nommer l'enfant, mais pas Rachel, ai-je demandé à Edward. Parce qu'il faisait confiance à l'enfant, pas à la mère, a-t-il répondu doucement. Logan a compris immédiatement. Ça veut dire que Rachel ne peut pas toucher à cet argent. Pas légalement. Edward a fait un signe de tête vers la clé USB que je tenais. Alors, vous vous en servez. Cette clé contient des enregistrements détaillés de chaque transaction, de chaque partenaire, de chaque crime. S'il vous pousse, vous répliquez. Claire a expiré à côté de moi.
Tu as un moyen de pression. Pour la première fois, je ne me suis pas sentie comme une victime. Je détenais le plan. C'était mon pouvoir. Allons à la banque, ai-je dit, ma voix ferme. Le bâtiment du Federal Trust était discret. À l'intérieur, le responsable du coffre nous a conduits au sous-sol. La porte s'est refermée derrière nous. La clé a tourné sans à-coups. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. Juste un dossier en papier craft et une photo. La photo montrait Thomas, Logan, Gordon Blake et Victor Crane, debout ensemble, l'air complices. Ils n'étaient pas que des associés. Ils étaient une équipe. Logan a ouvert le dossier. Accord signé, enregistrement de société écran, et un document intitulé « Assurance chantage, Crane ». Thomas ne m'avait pas laissé un désordre. Il m'avait laissé une arme. Nous ne sommes pas rentrés. Nous sommes allés voir un avocat, Marcus Doyle. Je lui ai tout exposé, les documents, les menaces, les comptes offshore. Il n'a pas sourcillé. « Que voulez-vous faire » a-t-il demandé. « Je ne veux pas porter plainte » ai-je répondu. « Je veux une assurance. » Pendant des heures, nous avons tout scanné, tout copié. Thomas avait conservé des dossiers méticuleux. C'était une entreprise criminelle, et avec sa mort, ses partenaires pensaient que les preuves avaient disparu. Ils avaient tort. À la fin de la journée, j'avais un plan. J'ai appelé Gordon Blake. Rendez-vous demain, 10h, au bureau de Thomas. Venez seul. Dites la même chose à Crane. Le lendemain, ils étaient là. 2 hommes en costume cher, habitués à donner des ordres. Mais aujourd'hui, c'est moi qui avais le contrôle. Logan était à mes côtés, silencieux et solide. Thomas est mort, ai-je commencé. Et avec lui, Mercury South Holdings. Crane a ri. Ce n'est pas si simple, Madame Carter. Il y a des comptes à régler. En effet, ai-je dit en faisant glisser une tablette sur la table. L'écran affichait l'un des documents du dossier, assurance. Le visage de Crane a pâli. Voici le marché, ai-je poursuivi. Vous allez disparaître de nos vies. Vous allez fermer tous les comptes liés à nos noms. En échange, cette clé USB et toutes ses copies seront placées dans un coffre-fort numérique, avec des instructions pour être libérées à plusieurs agences de presse internationales si quelque chose devait nous arriver, à Logan ou à moi. C'est du chantage, a sifflé Blake. Non, a dit Logan, parlant pour la première fois. C'est un héritage. Mon père était peut-être un criminel, mais il était malin. Il a prévu une porte de sortie. Pour nous, pas pour vous. Ils sont partis sans un mot de plus. Nous ne les avons plus jamais revus. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré Rachel dans un café neutre. Elle était visiblement enceinte. J'ai mis en place la fiducie pour le bébé, lui ai-je dit. Il ou elle sera à l'abri du besoin. C'est tout ce que Thomas aurait voulu. Elle m'a regardé, ses yeux remplis d'une émotion que je n'y avais jamais vue, le regret. Vivian, je suis désolée. Je sais, ai-je dit. Un jour, peut-être, je pourrai pardonner. Pas aujourd'hui. Mais cet enfant n'est pas responsable. Je serai là pour lui. Pas pour toi, mais pour lui. C'était la meilleure offre que je pouvais faire. 1 an plus tard. La maison a été vendue. J'ai déménagé dans un appartement lumineux en centre-ville. J'ai repris mes études en histoire de l'art, une passion que j'avais mise de côté pour Thomas. Logan a utilisé sa part de l'héritage pour lancer une entreprise de technologie propre, quelque chose dont il avait toujours rêvé. Nous sommes devenus une famille étrange et improbable, bâtie sur les ruines d'une vie de mensonges, mais plus solide que tout ce que j'avais connu. Ce soir-là, Logan, Claire et moi étions sur mon balcon, regardant le soleil se coucher sur la ville. Ma nièce, une petite fille nommée Hope, venait de fêter son premier anniversaire. J'avais envoyé un cadeau, mais je n'y étais pas allée. Pas encore. À quoi tu penses ? M'a demandé Claire. J'ai souri, un vrai sourire, qui venait du cœur. Je pense que le silence a un son. Et ce soir, pour la première fois depuis longtemps, il ressemble à la paix. La vie de Thomas avait été un puzzle complexe de secrets.
Mais en ramassant les morceaux, j'avais finalement réussi à construire la mienne. Et elle était entière.